Bonjour à tous, alors comme promis, donc un petit tuto sur le cours. Et comme promis, ce qu'on a fait dans l'activité va nous permettre de remplir tout le grand 1 du cours. C'est-à-dire, attendez, je regarde le nombre de pages, enfin à peu près, je crois, les 2 tiers ou les 3 quarts du cours. Voilà. Donc vous allez voir qu'en fait, bon, on va bien récapituler, on va voir encore d'autres exemples, etc. Mais en fin de compte, on va voir, oui, un peu de vocabulaire quand même aussi, parce qu'on n'a pas encore tout dit sur le vocabulaire. Mais vraiment, on y est quasiment déjà, hein. Alors, du coup, je vais aller un petit peu, peut-être un peu plus vite quand même au début par rapport à un cours classique, puisqu'on a déjà tout introduit. Alors, donc justement, grand 1, probabilité conditionnelle, et le grand 2, bah, ce sera l'indépendance, qui pour le coup n'a pas encore été abordée. Donc le grand 1, on va récapituler. Donc on vous dit qu'on considère une expérience aléatoire sur un univers E. Pour ça, j'en ai pas reparlé. Qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire? Bon, normalement, on en avait parlé déjà en troisième et en seconde, hein, de ça. C'est donc une expérience qui est soumise au hasard, c'est-à-dire dont on ne peut pas prévoir l'issue, et donc elle est aléatoire. Et l'univers, ce sont justement toutes les issues possibles, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. La loi de probabilité, ben justement, c'est... loi, c'est peut-être pas super bien choisi comme mot, mais oui, si on veut, en admettant qu'il y en ait une, qu'il y ait une règle, ben c'est justement la règle qui va s'appliquer aux probabilités dans cette expérience-là. On définit une nouvelle loi de probabilité, justement, qui va être appelée, celle qu'on a définie dans l'activité, probabilité conditionnelle. Alors, tiens, ajouter un stylo, c'est bien ça. On va prendre bleu. Donc là, probabilité, oula, c'est épais, pardon. Voilà, probabilité conditionnelle. Donc, bon, je vous renvoie à l'activité hein, pour vraiment redécouvrir ça en détail. Là, normalement, vous avez déjà découvert ce que c'est. Donc, je rappelle rapidement ce que c'est. C'est une probabilité qui est soumise à condition, c'est-à-dire que je cherche la probabilité d'obtenir, enfin, d'obtenir, par exemple, un événement A, sachant déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'on est déjà avancé dans les informations. Avec l'information qu'on me donne, je vais calculer la probabilité. Autrement dit, si l'information influe sur la probabilité ne sera pas la même. Il se peut que l'information ne change rien. Par exemple, si on vous demande la probabilité qu'il pleuve, sachant que, je ne sais pas moi, que vous avez mis une robe, enfin c'est pour les femmes évidemment, en théorie, il n'y a pas de lien entre les deux, sauf si vous avez vu la météo avant. Mais bon, sinon, voilà. Ou alors peut-être un truc un peu plus loufoque, je ne sais pas moi, sachant que vous êtes en train de jouer du piano, voilà. Il n'y a vraiment aucun lien entre les deux. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais si on joue mal au piano, ça fait peut-être pleuvoir. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Donc il se peut que le sachant ne change rien. Mais en général, quand on va parler de probabilité conditionnelle, c'est justement dans des cas où le fait d'avoir une information de plus va éventuellement modifier la probabilité, puisque ça va peut-être changer le référentiel. Voilà. Donc en gros, on avait parlé de ça, et dans l'arbre, ça revient à dire qu'on a déjà avancé sur une branche, donc on a déjà fait une partie du chemin, et donc tout n'est pas complètement soumis au hasard, on admet qu'on est déjà à tel endroit sur l'arbre. Et donc forcément, ben, c'est la probabilité, sachant qu'on est déjà en A ou en B. Voilà. Donc en gros, on va redéfinir ça, et on va retrouver la fameuse formule qu'on avait écrite dans le cours, et cette fois, on va l'écrire sous toutes ses formes. Alors déjà, écrivons le début. Donc définition. Là, justement, on va poser déjà 2 événements. Alors cette fois-ci, au lieu de les appeler, dans l'activité c'est G et D, là on va les appeler A et B. Hein, on va généraliser avec des lettres plus classiques. Donc soit A et B, 2 événements de probabilité non nulle. On va expliquer après pourquoi on les prend de probabilité non nulle. Bon, déjà, ce n'est pas un grand intérêt quand elle est nulle. Mais en plus, ça évitera disons, des petits problèmes d'interdiction dans les calculs. Voilà. Alors, la probabilité que A se réalise, sachant... D'ailleurs, je vais peut-être plutôt... ouais, je vais le prendre plutôt avec B. Souvent, ouais, ce sera pour la première fois qu'on l'écrit dans le cours, ce sera mieux, je pense. Donc, la probabilité que B, se réalise, sachant que A est réalisé. Vous voyez, c'est pas le même temps qu'on emploie à la est réalisé, c'est du passé composé, c'est-à-dire que c'est déjà le cas. A est réalisé. C'est pas soumis à condition.
Et donc maintenant qu'on sait que A est réalisé, on cherche la probabilité d'arriver à B. Sachant que A est réalisé et le nombre noté. Donc ça, on l'a déjà expliqué dans l'activité. Donc là, je veux la probabilité de B. Donc j'ai quand même B dans les parenthèses. Mais je mets un petit A, enfin un A, pas un petit d'ailleurs, un A normal, mais en bas, un peu plus bas que le P de la probabilité, pour dire que justement, j'ai l'information que A est déjà réalisé. Je pars pas de rien. Je sais que A est réalisé. Donc sachant que est défini par et le nombre noté. Alors le nombre c'est plutôt masculin, donc défini par. Alors rappelez-vous dans l'activité, en fait on avait vu que si j'arrive à A puis après à B, là j'ai P de A et là j'ai P de B sachant A justement. Et on avait dit pour obtenir P de A inter B, vous vous souvenez, je dois multiplier les deux. Donc on en était arrivé à P de A inter B égale, on va l'écrire après, hein, P de A fois P de B sachant A. Bon. Là, moi j'aimerais une formule, vu que là je suis en train de définir P de B sachant A, j'aimerais bien une formule justement qui donne P de B sachant A égale. Donc c'est la même, ça je l'ai expliqué un petit peu dans l'activité, sauf on transforme celle-là, quoi. Je veux plus P de A, donc tout simplement, je vais dire, bon bah très bien, j'élimine P de A de ce côté, donc je divise par P de A, ça me permet d'éliminer. Sauf que si je le fais à gauche, si je le fais à droite plutôt, je le fais à gauche. Donc il va me rester que P de B sachant A, en fait, c'est, si je l'écris dans l'autre sens, P de A inter B sur P de A. Donc une autre formule de voir une autre façon de voir la formule qu'on a introduite dans l'activité, c'est ça. Et c'est assez facile de s'en souvenir, puisque en fait, en haut, vous aurez toujours l'intersection entre les deux événements qui sont là. Et en bas, vous avez toujours l'événement qui n'est pas soumis à probabilité, c'est-à-dire celui qu'on sait. En gros, je prends l'intersection et je vais diviser par celui qu'on sait pour enlever son influence, en fait. Enfin, pas son influence, pour enlever son calcul, quoi. C'est-à-dire que je ne calcule plus la probabilité d'arriver à A, puisque j'y suis déjà. Voilà, c'est très vulgarisé ce que je dis et pas très clair. Mais ça permet donc de calculer P de B sachant A. Du coup, si je reporte la formule qu'on vient d'écrire ici, donc ça fait P de B sachant A. Je vais peut-être écrire tout en bleu comme ça. Et le A, je vais le mettre en couleur. Je vous engage à faire la même chose pour que vous en souveniez bien. Donc au-dessus, on a toujours A inter B divisé par P de A. Voilà, je l'ai mis bien en orange pour que... D'ailleurs, P, c'est peut-être pas la peine. Voilà, comme ça. Pour que vous ayez bien en tête que ce qui est en bas sur la probabilité conditionnelle, c'est en bas dans le calcul. Voilà. En gros, hein, ça c'est un moyen mnémotechnique. Donc on mettra en bas toujours l'information dont on dispose, enfin la probabilité évidemment de cet événement-là, de l'information qu'on a déjà. Voilà. Bon, j'espère que ça va, je vais l'encadrer. Ça aussi, je vous engage à faire pareil, que ce soit bien clair dans votre cours. Et je vais souligner en même temps le mot, enfin plutôt la notation. Et j'ai pas mis le nom probabilité conditionnelle là. Bon, pas grave, ça va que je l'avais écrit juste au-dessus. Très bien. Alors, les remarques. Bon, les remarques, il y en a une bonne partie, si je me rappelle bien, que j'ai déjà faite. Le fait de savoir que A est réalisé peut modifier la probabilité de... Oui, alors ça, oui, je l'ai dit. Donc, on va l'écrire, c'est pas grave. Le fait que A... De savoir, pardon, excusez-moi. Le fait de savoir que A est réalisé, déjà, quoi. Est déjà réalisé. Peut modifier, et comme je vous disais, ce sera quand même souvent le cas, hein, c'est pour ça qu'on fait des probabilités conditionnelles, peut modifier la probabilité que B se réalise. C'est pourquoi, justement, P de A sachant B, ce n'est pas la même chose que P de A
Ça, je l'ai déjà expliqué, je pense, assez longuement dans l'activité. Ce n'est pas la même chose. Pardon. Ensuite, P2... Oui, alors comment on le lit? Bon, ça, dans l'activité, on l'a déjà écrit, mais c'est pas grave. Pardon, je vais écrire dans le même sens, tant qu'à faire. Mais pourquoi j'ai... Excusez-moi, vous n'allez plus rien comprendre, là, si je fais ça. Donc, P de B sachant A, c'est différent de P de B. Enfin, je prends la même, tant qu'à faire. Donc, P de B sachant A, j'ai dit, se lit, justement, ce que je suis en train de dire, P de B sachant A. Voilà, je vous l'écris carrément comme ça, ou probabilité de B sachant A. Mais souvent, à l'oral, on dit P de B sachant A. C'est évidemment, on va au plus court, quoi, on va au plus rapide. Après, deux petites remarques qui ont l'air basiques, mais qui ont leur intérêt quand même. Si on vous demande P de A sachant A, combien ça fait? Ben, imaginez, vous savez que A est réalisé, on vous demande la probabilité que A se réalise. Ben, en fait, A est déjà réalisé. Donc la probabilité est 100%, puisque c'est déjà le cas. Du coup, P de A sachant A, c'est 1. C'est un cas un peu particulier qu'on ne voit pas souvent, mais bon, il existe. Et un autre dans le même genre, P de A bar sachant A. Vous savez que A est réalisé, et on vous demande la probabilité de A bar, c'est-à-dire le contraire. Ben, si vous savez que A est réalisé, il n'y a aucune chance pour que le contraire se réalise. Donc 0. Voilà, donc là, ce sont deux cas extrêmes qui peuvent mener à une réflexion intéressante, en tout cas. Ensuite, les conséquences, ce sont justement les deux autres écritures de cette formule. Enfin, il y en a une et, oui, disons deux autres, mais la deuxième, c'est pas tout à fait la même. Donc, d'abord, c'est celle que je vous ai écrite là. Je la remets. Celle qu'on avait au début, avant que je divise. Hein. Donc, celle qui provient vraiment de la remarque qu'on avait sur l'arbre en suivant le chemin. Donc, on va l'écrire là. P de A inter B, c'est P de A fois P de A sachant B. Non, excusez-moi, j'ai encore... Oh là là. Ça, c'est celle qu'on va mettre en deuxième, justement. Pardon, à chaque fois, je vous le... Donc là, nous, on avait P de B sachant A, excusez-moi. Donc P de A fois P de B sachant A. C'est-à-dire que je passe d'abord par A, et après, je multiplie par ce qu'il y a sur la deuxième branche, qui est donc P de B sachant A. Donc ça, c'en est une autre. Celle-là, pour le coup, c'est la même que celle-là. Juste écrite différemment. Et une autre encore, parce qu'en fait, je pourrais avoir commencé mon arbre par B au lieu de le commencer par A. C'est tout à fait possible. Donc là, du coup, j'aurai P de B, et là, j'aurai P de A sachant B. Et quand je récupère, ça me fait P de B inter A, mais P de B inter A, c'est la même chose que P de A inter B. Donc, en fait, ça me fait une autre formule possible, mais qui en fait est, similaire, quoi. Ça vient du fait que A inter B et B inter A sont une même chose. Donc, en fait, au lieu de commencer par A, je commence par B. Et après, j'inverse tout, en fait. J'inverse toutes les lettres. Voilà. Donc, je commence par B, et du coup, après, je vais à A, sachant que je viens de B. Voilà. J'espère que tout le monde arrive à bien lire... à comprendre en fait tout ça. Donc là, concrètement, ça veut dire que je passe par A, ensuite je vais à B en venant de A, et là je passe par B, et ensuite je vais à A en venant de B. Voilà, bon, déjà ça c'est pas mal. Après on va remettre l'illustration avec l'arbre pondéré, ça on l'a déjà vu justement dans l'activité, mais j'aimerais bien que vous l'ayez dans votre cours. Donc je le fais rapidement, parce que je pense que j'avais quand même pas mal insisté déjà dessus. Donc, on va le commencer par A tant qu'à faire. Donc soit je commence l'arbre par A et je vais ensuite à B. Soit je commence l'arbre par B, c'est justement la deuxième formule, et je vais ensuite à A. Donc ce que j'aimerais qu'il apparaisse dans votre cours, c'est justement où est-ce qu'on lit tous les types de probabilités possibles. Les premières sont des probabilités directes. Oh là là, décidément, je suis désolée, entre le A et le B. Pourtant, c'est pas compliqué. Donc P de A, P de A bar. Ici, P de B et P de B bar, là, elles ne sont pas conditionnelles, celles-là, puisqu'on part de rien, on part d'aucune information. En revanche, celles qui sont sur les branches suivantes, ce sont des conditionnels, puisque là, par exemple, je pars de A et je veux arriver à B, donc c'est P de B, sachant A. Là, j'ai P de B bar, sachant A. Là, j'ai P de B, sachant A bar.
Et là, j'ai P de B bar, sachant A bar. Voilà. Je m'étouffe en même temps, hein, c'est normal. Voilà. On excuse encore, comme à chaque fois. Il faut avoir l'habitude. Donc P de A sachant B, P de A bar sachant B, P de A sachant B bar, et P de A bar sachant B bar. Voilà. Et ensuite, on avait dit que si on multiplie tout ce qu'on rencontre sur un même chemin, en partant bien du début de l'arbre jusqu'à la fin, on récupère la probabilité de l'intersection des événements qu'on a rencontrés. Donc justement, si par exemple je prends celui-là, on avait dit en faisant le produit, je récupère P de A inter B. Là, je récupère, bon je ne réécris pas la formule, hein, on l'écrit juste au-dessus, mais donc là ça correspond bien à la toute première, celle de gauche. Et là l'arbre que j'ai fait à droite, j'ai fait exprès, hein, il correspond à la formule de droite. Tout dépend dans quel ordre on a fait notre arbre. Donc A bar inter B et A bar inter B bar. Pareil pour celui d'à côté. Donc par produit toujours. J'ai P de B inter A, mais P de B inter A c'est pareil que A inter B. Parce qu'on est bien d'accord, quand je prends l'intersection entre deux ensembles, il n'y a pas d'ordre en fait. Du moment où j'ai pris les deux ensemble, que je commence par l'un ou par l'autre, de toute façon je ne prendrai que ce qui est à la fois dans l'un et dans l'autre. P de A inter B bar, P de A bar inter B bar. Voilà, j'ai toutes les probabilités. Voilà, donc là j'ai bien rappelé ce qu'on a fait dans le cours. Et maintenant, je vous mettrai un exemple. Je précise d'ailleurs que ça avait été... bon, ça a été réadapté, enfin je l'ai réadapté, mais c'était issu au départ d'un petit sujet de bac qui était donné en S à l'époque, qui était tombé en fait en S, si je me rappelle bien. J'avoue que je l'ai tellement remanié depuis que... Mais si, de mémoire, c'était bien ça. En fait, j'ai remanié, j'ai enlevé des questions parce qu'il y a des choses qui sont pas... c'était quand même en terminale avant, hein. Mais ça c'est normal, les programmes ont changé. Donc forcément, il y a des questions que je ne peux pas vous mettre. Donc ça a été un peu remanié, mais c'est en tout cas un exercice intéressant. On va voir qui utilise ce qu'on vient de faire, qui va légèrement plus loin, mais vraiment, c'est pas énorme. Mais au moins, il y a un vrai contexte. Pas comme l'histoire des filles et des garçons, là, dans l'activité qui était quand même assez, disons, assez stérile. Là, on a un contexte légèrement plus intéressant. C'est pas non plus fou, mais un peu mieux. Donc là, on vous dit, c'est une agence de voyage, cette fois, qui propose exclusivement 3 destinations. Alors déjà, ça c'est un petit peu superficiel, mais évidemment, ça pourrait se faire avec 10 ou 15 destinations, mais l'arbre, il est, comment dire, il est illisible. Donc, on n'en met que 3. Mais le principe est le même. Alors, on vous dit donc des destinations A, G et M. Pourquoi pas. On vous dit qu'il y a 50% des gens qui choisissent la A, 30% la G. D'ailleurs, je le redis, hein, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, je vous engage quand il y a un exercice comme ça, un exemple, à arrêter la vidéo, à le faire, à essayer, et après reprendre la vidéo pour avoir la correction. Faites vraiment comme en classe. Donc après on interroge les clients, en fait, on fait une enquête de satisfaction. 90% des clients qui ont choisi la destination M sont satisfaits. 80% qui ont choisi la destination G sont satisfaits. Pour la destination, il reste quoi? A, on ne sait pas. Voilà, donc on va voir. On vous donne des événements sans surprise, hein. A, c'est le fait que le client ait choisi la destination A, G, pareil, M, pareil, et S, que le client soit satisfait. Donc s'il n'est pas satisfait, c'est S bar, hein. On n'a pas mis plusieurs degrés, là c'est ou satisfait ou pas satisfait. Donc d'abord, on vous demande de faire un arbre pondéré, d'accord? C'est-à-dire un arbre de probabilité, on va mettre des probabilités dessus. Bon, on détaillera le vocabulaire, je pense qu'on l'a déjà suffisamment détaillé, donc c'est bon. Les justifications si nécessaire, et on complétera l'arbre donc au fur et à mesure des questions, ce qui sous-entend que peut-être qu'il y a des endroits dans l'arbre où on ne pourra rien mettre pour l'instant. C'est pas grave. Donc je vais le faire juste en dessous là. Alors l'énoncé est assez clair, hein. On vous dit qu'au départ on partage les clients en 3 groupes par destination en fait, par destination A, G et M. Donc là cette fois-ci je n'ai pas que 2 branches, j'en ai 3 au départ. C'est ça la petite subtilité en plus. Et après pour chacune des destinations vous disiez que le client il peut être satisfait ou pas. Donc satisfait ou pas. Donc je mets S bar justement, je ne vais pas créer un événement, c'est pas la peine.
Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre comme pondération, c'est-à-dire comme probabilité, d'après ce qu'on me dit? On me dit que 50% choisissent A, 30% choisissent B. 50% c'est 0,5. J'ai dit B, pardon, G. 30% c'est 0,3. Et on avait dit, si on additionne toutes les branches qui partent d'un même nœud, et c'est le cas ici, je dois avoir 1. Ce qui est logique, je dois récupérer 100% des clients. Donc en toute logique, ici, je vais faire 1 moins 0,3 moins 0,5. Autrement dit, 1 moins P de G moins P de A. Et je vais trouver 0,2. Bon, jusque-là, je ne pense pas que ce soit trop compliqué. Ensuite, on vous dit, parmi les clients qui ont choisi A, quand ils reviennent, parmi ceux-là, on en a 90%, ah non, c'est pas A, c'est M, pardon. Parmi ceux qui ont choisi M, il y en a 90% qui sont satisfaits. Donc, dans notre arbre, parmi ceux qui ont choisi M, ça veut dire que je suis déjà à M, les gens ils y sont allés, hein, ils sont même revenus. Donc, on est là à M, et la probabilité qu'ils soient satisfaits, on nous dit, elle est de 90%. Donc 0,9. Et de l'autre côté, ben justement, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, je sais qu'en tout, je dois avoir 1, donc 1 moins 0,9, qui fait 0,1. Je continue dans le même genre. On me dit que pour G, 80% sont satisfaits. Apparemment, elle est moins bien, celle-là. Donc 0,8 ici, et donc le contraire, enfin le complémentaire, disons, pour arriver à 1, 0,2. Et pour la destination A, je ne sais pas. Donc pour l'instant, je ne mets rien. On verra bien. On nous a dit qu'on allait remplir, donc on va suivre. Ensuite, quelle question on nous pose? On nous demande de traduire par une phrase les événements G intéresse et M intéresse. Donc G intéresse, 2 points, guillemets, c'est ça une phrase. Hein. Enfin en tout cas une phrase qui décrit un événement, ça ressemble à ça. Alors le client, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, G, ça veut dire qu'il a choisi G, donc a choisi G. Et on sait que l'intersection, c'est un et. Normalement, on le sait, si on se rappelle l'année dernière et si on a écouté le tuto précédent. Donc, a choisi G et il est satisfait, puisque S, c'est être satisfait. Voilà, donc c'est pas bien compliqué de répondre à ce genre de questions. Ensuite, M inter S, bon ben pareil, hein, sauf que c'est pour M. Voilà, et on demande de calculer les probabilités. Et c'est là que on va utiliser ce qu'on a découvert. Donc P de G intéresse, si je regarde mon arbre, c'est ça. Voilà. Donc moi je sais, d'après mon cours, que P de G intéresse, c'est le produit des deux probabilités que je rencontre. Et comme je suis en première, que je suis quand même plus en collège ou même en seconde, j'essaie d'écrire des formules, d'appuyer ce que je raconte par des formules qui ont été prouvées, même si on n'a pas fait la démonstration ensemble. Donc P de G fois P de S, sachant G. Moi, dans un contrôle, dans une évaluation, je veux voir au moins une fois la formule écrite clairement. Sinon, quand vous vous trompez dans les calculs, moi, je ne suis pas capable de savoir si c'est que vous avez juste fait une erreur de calcul, ou une faute de frappe, ou je ne sais pas quoi, ou bien si c'est que vous ne connaissez pas votre cours. Et ce n'est pas le même nombre de points à la clé. Voilà, donc c'est pour vous que je vous dis ça. Hein. Et puis pour apprendre à rédiger quoi aussi. Donc du coup, ça va faire 0,3 fois 0,8, c'est-à-dire 0,24. Voilà, donc j'ai en gros 24% de clients qui à la fois ont choisi G et à la fois en sont satisfaits. J'espère que c'est bien clair ce que je dis. Hein. Quand je prends l'ensemble des clients de toute l'agence, enfin tous les clients de l'agence, j'en ai 24% qui ont les deux critères, c'est-à-dire qui ont choisi G et qui en plus sont satisfaits. Je fais pareil avec, M, donc P de M intéresse. Ça nous fait donc P de M fois, bon moi vous verrez que la formule je l'écris quand même souvent. Donc là c'est l'autre chemin, pardon. Donc ça nous fait 0,2 fois 0,9. Autrement dit, 0,18. Donc on a 18% des clients qui ont à la fois choisi M et qui sont satisfaits. Bon, très bien. Et là, plus intéressant, enfin un peu plus complexe, on vous dit, l'enquête montre que 72% des clients de l'agence sont satisfaits. Donc vous lisez bien le truc, hein. 72% de tous les clients. On ne vous précise pas la destination. Globalement, sur tous les clients, 72% ont répondu qu'ils étaient satisfaits.
Alors ça, c'est P de quoi, 72%? Moi, là, je vous le dis, quand je le fais en classe, j'ai beaucoup d'élèves, ils se disent « Ah, bah tiens, il y a un trou là, donc ça doit être ça. » Ben non, c'est pas ça, puisque si c'était ça, ça serait les satisfaits parmi ceux qui ont choisi la destination A. Et c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit sur les clients de l'agence, 72% sont satisfaits. Donc, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans l'arbre, enfin pas directement en tout cas, c'est P de S. Donc, on vous dit que P de S, il vaut 0,72, 72%. Ça, on vous le donne. Vous n'étiez pas censé le trouver, hein. On vous donne une information supplémentaire. Et on vous demande, justement, bon, si on vous donne l'information, c'est que peut-être on va s'en servir, je ne sais pas, on va voir, hein. Peut-être ça va vous servir pour calculer P de A intéresse. Parce que P de A intéresse, là, si je voulais vraiment le faire, il serait là. Mais il me manque une probabilité, je ne peux pas calculer P de A intéresse. Donc, on me demande de le déduire. Ah, alors comment on va faire? Alors là, on essaie de se souvenir de ce qu'on a fait dans l'activité. Si je veux P de S, il va falloir que j'additionne, rappelez-vous, tous les chemins, enfin les probabilités bien sûr, qui mènent à S. Donc cette fois-ci, j'en ai 3. Et un là, un là, un là. En gros, si je veux la probabilité des clients satisfaits, que le client soit satisfait, je vais aller chercher les clients qui sont satisfaits et qui ont choisi A, les clients qui sont satisfaits et qui ont choisi G, les clients qui sont satisfaits et qui ont choisi M. En regroupant tout ce monde-là, j'ai tous les gens satisfaits puisqu'il n'y a pas d'autre destination. Et ça, on avait même dit qu'après, on va appeler ça la formule des probabilités totales. Alors, du coup, en fait, je remplace P de S par P de A intéresse plus P de G intéresse plus P de M intéresse. Parce que je répète, hein, pour avoir tous les clients satisfaits, il faut que j'ajoute ceux qui sont satisfaits avec la destination A, satisfaits avec la destination G, satisfaits avec la destination M. Et attention, n'additionnez pas les probabilités conditionnelles. Si vous écrivez ça, par exemple, ça j'en ai chaque année, très régulièrement qui m'écrivent ça, voilà, etc. Donc pareil avec M. Si vous écrivez ça, ça n'a pas de sens en fait. Vous allez vous retrouver d'ailleurs avec des probabilités qui sont plus grandes que 1, qui sont plus grandes que 100% souvent, parce que vous additionnez des probabilités qui ne sont pas sur le même ensemble de références, pas le même groupe de personnes. Donc ça n'a pas de sens. Voilà. C'est comme si je vous dis, je ne sais pas, parmi les enfants, il y a 70%, je sais pas moi, qui attrapent la varicelle. Parmi les adultes, j'ai 35% de gens qui attrapent la varicelle. Ah ben ça veut dire que dans toute la population, j'ai 105%, donc j'ai additionné, hein, de gens qui attrapent la varicelle. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc c'est parce que justement le groupe de référence n'est pas le même. Donc ce ne sont pas des conditionnels, ce sont bien j'y arrivais, des intersections, voilà, qu'on additionne. Et vous le voyez parce que justement, vous additionnez des chemins entiers en partant du début de l'arbre. Donc ce sont bien des intersections. Et donc on sait que ça doit faire 0,72. C'est ça en fait qu'on nous dit. Ah, mais ça tombe bien ça, puisque lui, on l'a déjà calculé, il vaut 0,24. Lui, enfin elle plutôt, elle vaut 0,18. Donc finalement, il ne me reste plus qu'un truc que je ne connais pas, c'est ça, que je vais pouvoir déduire. Donc, on y va. P de intéresse plus, alors 0,24 plus 0,18, ça fait 0,42. Ça doit être égal à 0,72. Donc, ça veut dire que P de A intéresse, c'est 0,72 moins 0,42, comme une petite équation en fait, hein. Et donc 0,3. Voilà, P de A intéresse. C'est ce qu'on me demandait. Donc, on a déduit là que finalement, le résultat ici, là, si je dois l'écrire, c'est, quand je fais le produit, hein, quand je multiplie, c'est 0,3. Alors que je ne connais pas la probabilité manquante là entre A et S. Donc c'est pas mal quand même, ça marche bien. Et justement, qu'est-ce qu'on vous demande la question d'après? Eh bien justement, on vous demande de trouver ça. Puisqu'on vous demande de calculer la probabilité conditionnelle P de S sachant A. D'en déduire même. Alors on y va, P de S sachant A. Et bien, alors soit vous trouvez ça logique et vous allez peut-être directement savoir. Enfin, le plus classique, c'est quand même d'aller chercher la formule du cours. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Donc la formule, elle dit intersection en haut, coûte que coûte. Et en dessous, on a dit
le même événement que celui qui est en information connue, c'est-à-dire dans le sachant, hors des parenthèses. Celui qu'on sait. Et donc, après, il n'y a plus qu'à remplir. P de A intéresse, on vient de le calculer, il vaut 0,3. P de A, on l'avait, c'était 0,5. Il est dans l'arbre déjà. Donc, ça fait 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de calculer? Parce qu'on nous demandait quand même, rappelez-vous, de remplir l'arbre au fur et à mesure. Ben, on vient de trouver qu'ici, on a 0,6. Et donc, forcément, ben, on a 0,4 en face. Et donc, on a un arbre qui est complètement rempli. On a tout. Dernière question, très classique aussi, mais très piégeuse. On va faire attention. Donc, on va la lire attentivement. Le questionnaire prélevé est celui d'un client qui est satisfait. Point. J'espère que vous faites la différence en français quand on vous dit ça, enfin entre le fait qu'on vous dise ça et le fait qu'on vous dise on s'intéresse à la probabilité que le client soit satisfait. C'est pas pareil. Là, ce qu'on vous dit, c'est une affirmation. Donc, c'est déjà arrivé. Voilà. C'est déjà, comment ils disent pour les événements, le bon mot, c'était réalisé. Voilà, c'est déjà réalisé. Il me manquait le mot, pardon. Voilà. Donc là, on sait qu'il est satisfait. Et maintenant qu'on sait ça, on se demande, je vais vous lire la suite, le client a omis de préciser quelle destination il avait choisi. Déterminer la probabilité qu'il ait choisi la destination G. Donc, en gros, on vous dit, tout ce qu'on sait sur le client, c'est qu'il est satisfait. Quelle probabilité il a d'avoir choisi la destination G? Donc, c'est bien une probabilité conditionnelle, puisqu'on vous donne une information dont vous allez vous servir pour calculer la nouvelle probabilité, qui va forcément être influencée par cette information, puisque le fait qu'il soit satisfait, ça veut dire qu'on ne va regarder que les clients satisfaits. On va changer de référentiel, on va changer de groupe de personnes. Donc, on va devoir en tenir compte. Mais du moment où vous avez compris que vous calculez une conditionnelle, maintenant vous avez des formules. Donc en fait, il n'y a pas besoin non plus de trop se creuser. Vous écrivez déjà la formule et vous voyez si les différents éléments de la formule, vous en disposez ou pas. Donc, question 3, je vais la faire là parce que j'ai plus de place. Du coup, il s'agit de bien écrire la probabilité, sinon forcément vous allez mal appliquer la formule. Donc là, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il est satisfait. Donc c'est ça qui va aller en bas et pas dans la parenthèse. Dans la parenthèse, on ne met que ce qui est soumis à condition. Donc je sais qu'il est satisfait, je mets le S en bas. Donc sachant S, sachant qu'il est satisfait, qu'est-ce que je veux comme probabilité? Je veux la probabilité qu'il ait choisi G. Donc ça donne celle-là, P de G, sachant S. Donc si j'applique la formule, ça va me faire P de G intéresse. On a dit toujours l'intersection au-dessus. Et en dessous, on a dit, vu que le S là, il est en bas, il va aussi se retrouver en bas dans la formule. Donc on divise bien par P de S. Et si vous regardez bien, ça tombe super bien, parce qu'on a déjà tout. P de G intéresse, on l'a calculé, c'était 0,24. P de S, alors P de S, oui, on l'avait calculé, celui-là. Ah non, on vous l'a donné celui-là, c'est 0,72. Voilà, et on vous le demande sous forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'arrondi, ni de décimale. Donc 24 sur 72, qu'on peut diviser par 24 en fait, puisque 24 c'est 3 fois 72, donc du coup ça nous fait 1 tiers. Voilà. Donc on a une chance sur 3 qu'il ait pris la destination G. Alors peut-être c'est ce que vous auriez répondu naturellement parce qu'il y a 3 destinations. Mais attention, rappelez-vous, il n'y avait pas la même proportion de clients dans les 3 destinations. Donc c'était pas du tout forcément logique de tomber sur une chance sur 3. Donc bon, fatalité, on tombe sur ça. Voilà, donc là si on rédige correctement, on va écrire que la probabilité qu'un client ait choisi la destination G sachant qu'il est satisfait, elle est de 1 tiers, une chance sur 3. Voilà, là ça vous donne vraiment un exercice type, un exercice vraiment classique qu'on peut vous demander avec quand même des petits pièges par-ci par-là, sans qu'il soit trop compliqué non plus. Donc vraiment un très bon exemple à relire ou à réécouter. Donc maintenant, pour terminer, bon il y a encore quelques petites choses à écrire, mais en fait pas grand-chose à découvrir. On va récapituler justement les différentes règles qu'on a pu découvrir ou utiliser au fil de cet exemple et de l'activité. On va définir aussi juste un nouveau petit mot. Et on va... voilà, la dernière, ce sera la règle 3, qui est en fait aussi une règle de calcul, entre guillemets, mais aussi une propriété qu'on admettra, qui n'est pas si simple à démontrer. Alors, la règle 1, c'est la plus simple. On l'a répété plusieurs fois. On a dit, quand on est dans un arbre, à partir d'un nœud, si je fais, quel que soit en fait le nombre de branches que je vais faire,
la somme des probabilités doit toujours être égale au maximum, c'est-à-dire à 1. Donc, première règle, la somme des probabilités issues d'un même nœud. Bon, le nœud, je ne redéfinis pas ce que c'est, on en a déjà parlé. Est toujours égal à 1. Autrement dit, à 100%. Notamment, c'est aussi pour ça, hein, on retrouve, disons, que P de B sachant A plus P de B bar sachant A, et là pour le coup j'ai le droit de les additionner parce que j'ai bien le même référentiel, c'est sachant A à chaque fois, ça fait 1. Parce que justement je pars du nœud A et qui se divise en fait en deux, en B et B bar. Et donc quand j'additionne les deux, ça doit faire 1. Règle 2. La règle 2, celle qu'on a vue, qui a donné naissance à la fameuse formule qu'on va voir un peu tout le temps là avec la multiplication. Donc dans l'arbre, ça revient à dire que quand je parcours un chemin, si je veux la probabilité du chemin, je vais calculer le produit des probabilités que je rencontre. Donc ça aussi, je ne m'attarde pas trop, on l'a déjà remarqué plusieurs fois. On l'a déjà traduit en formule, donc juste on écrit la probabilité d'un chemin, voilà, qui correspond à l'intersection des événements rencontrés sur le chemin, bien sûr, est égal au produit des probabilités rencontrées, justement. Bon, autrement dit, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Voilà. Et pour la dernière règle, la règle 3, on a besoin d'introduire un mot. On l'utilisera assez peu finalement, mais quand même, pour ceux qui vont poursuivre les maths, c'est quand même un mot que vous allez retrouver justement, notamment probabilité, mais pas seulement, qui va nous permettre en fait de généraliser la fameuse... D'ailleurs, je l'ai nommé déjà dans l'activité, hein, c'était la formule des probabilités totales. Donc cette fameuse formule qui nous dit qu'en gros, si je veux arriver par exemple à l'issue S, je vais additionner tous les chemins qui mènent à S. Voilà. Bon, ça en fait, derrière, il y a quand même une vraie formule avec une vraie démonstration qui est d'ailleurs assez technique et qui utilise la notion de partition. Donc on va juste définir ce que c'est une partition. Donc là, on vous demande juste de comprendre à peu près ce que c'est. On vous demandera rien de plus au final. Donc voilà, c'est une première couche qu'on met là-dessus. Mais comme je le dis, pour un certain nombre d'entre vous, qui reviendra. Donc autant comprendre tout de suite ce que c'est quand même. Alors qu'est-ce qu'on va appeler une partition ? C'est finalement assez simple. Si je prends, vous voyez, je dessine là donc un ensemble d'issues. Donc là, admettons que ce soit mon univers, ça c'est E, donc la totalité. Et je décide de morceler en fait E. Donc là, je vais l'appeler A1, puis là, je vais en faire un autre, je vais l'appeler A2. Mais attention, ils ne se chevauchent jamais. Je fais des morceaux, mais qui vont s'imbriquer comme un puzzle. Donc A1, A2, A3, je peux mettre des couleurs même. Bon, je pense qu'on a compris l'idée. Allez, je mets des couleurs, soyons fous. Hop. A3. Après, je peux mettre du vert. Ici, je peux faire A4, etc. Bon, je vais mettre des pointillés parce que je ne sais pas exactement. Là, je généralise. Et la dernière, admettons qu'on l'appelle, comme on ne sait pas combien on en a fait, on va mettre N pour dire le maximum, c'est N. Voilà, c'est une façon de généraliser. N, ça pourrait être 10, 20, 4, j'en sais rien. Donc admettons qu'on partitionne, c'est ce qu'on appelle partitionner un ensemble, ça. C'est-à-dire que je coupe en fait l'ensemble en plein de sous-ensembles, mais qui n'ont pas d'intersection entre eux. Donc je sais que les ensembles, si je les recolle, ça va faire parfaitement un puzzle. Et ça va reconstruire mon ensemble de départ. C'est ça, une partition. Donc si j'écris ça un peu plus rigoureusement, un peu plus mathématiquement, on va dire
D'ailleurs, ce dessin, on aurait pu le faire dans l'encadré, là. Hein. Bon, je l'ai fait à côté, moi. Je vous conseille de le faire. Donc, les événements A1, A2, A3 jusqu'à AN d'un univers E. Alors, un événement, rappelez-vous que c'est un sous-ensemble de l'univers, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on dit les événements de l'univers E. Parce que l'univers est un ensemble d'issues. D'un univers E de probabilité non nulle, c'est-à-dire qu'il faut quand même que... Oui, d'ailleurs, je n'en ai pas reparlé tout à l'heure de pourquoi il y a probabilité non nulle. C'est parce qu'on divisait par P de A, hein, donc il ne fallait pas que P de A soit nul, voilà, dans la formule là, de tout à l'heure. Et pareil pour P de B si on la prend dans l'autre sens. Donc là, justement, on les veut de probabilité non nulle forment ce qu'on appelle donc une partition de E. Je vais souligner le mot. Voilà. Alors, je reprends le bleu. Donc, une partition de E lorsque, première condition, ils sont 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune intersection 2 à 2, c'est-à-dire que, quels que soient deux événements que je prenne, je peux regarder leur intersection, elle sera vide. Donc ils sont 2 à 2 incompatibles. Incompatibles, justement, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas arriver en même temps, hein, donc ils ont une intersection vide. Quels que soient les deux que je prenne. Et il faut aussi que quand je réunisse... Oh là là, je parle en même temps, j'écris n'importe quoi. Que quand je réunisse tous mes morceaux, en fait, je retrouve bien l'univers, c'est-à-dire E. Voilà, je vous conseille de faire ce dessin-là ici. Donc c'est ça qu'on appelle une partition. Donc par exemple, dans mon exemple là tout à l'heure, A, G et M, ça forme une partition de l'univers. Puisque l'univers, ce sont tous les clients. C'est ça, hein, là, toutes mes issues possibles, ce sont tous les clients. Et en fait, on a partagé ces clients en 3 événements, A, G et M, qui sont incompatibles puisqu'ils ne peuvent pas avoir choisi 2 destinations à la fois, et qui en même temps, quand je les réunis, redonnent bien tous les clients. Puisqu'il n'y avait pas d'autres destinations possibles. Après, quand on a considéré les clients qui avaient choisi la destination A et qu'on met S, S bar, pareil, S et S bar, ça forme une partition de A. Puisque j'ai pris tous les gens qui étaient dans A, je les ai partagés en 2 groupes, on ne peut pas être à la fois satisfait et insatisfait, donc il n'y a pas d'intersection. Et en même temps, quand je les réunis, je retrouve bien tous les clients qui ont choisi cette destination-là. Donc en fait, des partitions, on utilise tout le temps, et sans vraiment en avoir conscience. Donc on ne prend pas peur, c'est juste un mot qu'on place sur quelque chose qu'on connaît. Donc on se construit un vocabulaire et on essaie quand même de l'utiliser à bon escient. Ça fait aussi partie de ce qu'on attend de vous à partir d'une première générale quand même. Ensuite, justement, le rappel, c'est pour redire ce que ça veut dire des événements incompatibles. Bon, je l'ai dit à l'oral, mais on va l'écrire. Donc, deux événements A et B sont dits incompatibles ou disjoints. On dit aussi disjoints parce que justement, c'est qu'ils n'ont pas d'intersection, donc ils sont disjoints. Lorsque A inter B est égal au vide. Voilà. Autrement dit, ces 2 événements ne peuvent pas se produire en même temps. Ne peuvent pas se produire simultanément. Simultanément, ça veut dire en même temps. Donc un exemple, je l'ai déjà donné tout à l'heure par le biais de l'exercice. Par exemple, A et A bar forment forcément une partition de E. C'est la plus basique, celle-là. Puisque, bon, déjà, j'ai que 2 événements, donc ça, c'est facile à voir. Donc, en effet, l'intersection, la seule possible, c'est celle-là. En effet, elle est vide, puisque j'ai rien qui soit à la fois dans A et dans A bar, hein, sinon ça serait une contradiction un peu bizarre. Et quand j'additionne les deux, on est soit dans A, soit dans A bar, on ne peut pas être ailleurs, donc on récupère bien la totalité, c'est-à-dire l'univers E. Voilà, bon maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est une partition, justement, on va pouvoir définir de façon un peu plus précise cette formule des probabilités totales. Là aussi, ne prenez pas peur, hein, parce que
Nous, on va la généraliser avec n événements, mais en fait, on ne l'utilisera concrètement que pour 3, voire 4, mais pas plus événements. Souvent 2 ou 3, en fait. Donc, bon, euh, là, c'est notre job en première, hein, de généraliser, d'avoir des choses plus théoriques, plus rigoureuses, etc. On construit aussi des raisonnements, on construit une façon de penser, d'écrire les maths, mais on ne prend pas peur pour autant, parce qu'on est quand même en première, et donc finalement, au final, les exemples ne vont pas être aussi théoriques que ce qu'on peut écrire là. Mais voilà, j'insiste, il faut quand même comprendre ce qu'on écrit là, parce que sinon, vous aurez des difficultés par la suite pour les maths qui vont suivre en fait. Là, c'est quand même important, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer dans le bon sens, même si on ne s'en sert pas tout de suite, exactement comme on va l'écrire là. Alors, donc, justement, la formule des probabilités totales. Donc, elle intervient quand on a besoin de calculer la probabilité d'un événement, la probabilité directe, hein, pas conditionnelle, d'un événement qui est pas, enfin, qui est pas sur les premières branches de l'arbre, qui est un peu plus loin, quoi. Voilà. Et donc là, on a besoin justement d'aller chercher la formule des probabilités totales. Alors, donc on peut construire un arbre pondéré avec plus de 2 branches partant d'un même nœud, tant que l'ensemble des événements au bout des branches forment une partition. Ça d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'explique jamais parce on le fait naturellement. Mais c'est vrai que quand je construis un arbre, j'ai le droit de partager je vais y arriver, mon univers pardon, au départ, à condition que ce que je mets au bout là, donc admettons A1, A2, A3, A4 et A5, forment une partition, puisque je dois quand même avec ça retrouver toutes les issues possibles, donc tout E, et en même temps avoir des intersections entre les deux qui soient vides, parce que sinon je vais me retrouver avec des probabilités inutilisables. Si j'ai des issues qui peuvent aller dans les deux, ça va être bizarre. Voilà. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Bon. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est si jamais derrière ça, justement, on repartage, par exemple en B, B bar. Ça pourrait être autre chose, hein. Je prends un exemple pas trop compliqué, mais on pourrait partager encore en 3. Voilà. Et là, imaginons que je veuille P de B. Ben voilà. Et donc ça va donner la formule des probabilités totales, on l'a déjà vu. Pour arriver à B, j'ai plein de chemins. En passant par A1, en passant par A2, en passant par A3, en passant par A4, en passant par A5. Ben, qu'est-ce qu'on a dit dans l'activité et même tout à l'heure dans l'exemple? Et ben justement, j'ai plein de façons d'arriver à B, ben, je vais les additionner puisque forcément, ça va augmenter à chaque fois mes probabilités, ma probabilité de pouvoir tomber sur B. Donc je vais dire, bon, bah, très bien, je peux arriver à B en passant par A1, donc ça c'est P de A1 inter B, inter B, je vais m'étouffer encore, pardon. Ça c'est P de A2 inter B, etc. Donc vous voyez, là j'ai fait avec 5. Mais en fait, je pourrais très bien le faire avec 20, ça serait juste plus long, pareil. Donc justement, imaginons que je ne sache pas combien il y en a. Donc je veux généraliser ma formule là. Hein. Je vais dire, bon, bah, très bien, je mets des points de suspension ici. En sous-entendant bien que bah, j'en mets autant que nécessaire. Et le dernier, comme tout à l'heure, je vais l'appeler N. Je vais mettre en vert. Voilà. Donc là, je vais avoir N. Pour dire, bah, je ne sais pas exactement quel numéro sera le dernier. Mais bon, appelons-le N. Voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir généraliser ma formule, parce que là aussi, j'ai des points de suspension. Je vais pouvoir dire, bon, bah, très bien, je fais la somme des P de A1 inter B, P de A2 inter B, etc., jusqu'à P de AN inter B. Et bien, ça va être ça, la formule des probabilités totales. Voilà. Donc, on écrit ça, et puis bah, ce sera déjà bien pour ces éléments de cours. Donc, on considère plein d'événements, enfin plein, on ne sait pas, justement. On s'arrête à N pour dire que c'est le dernier. Des événements d'un univers E. C'est un N, ça. Hein. De probabilités non nulles. Voilà. Qui forment une partition de E. Autrement dit, normalement, tout ce que vous avez dans un arbre au bout du premier rang des branches, par exemple.
Ok, alors ça, je vais le souligner déjà. Donc, on a tout ça qui forme une partition de E. Très bien. Et donc, justement, pour tout événement... Parce que là, tout à l'heure, j'ai pris B, mais j'aurais pu prendre C ou je ne sais quoi. Peu importe. Pour tout événement B, j'ai oublié un mot. Pour tout événement B de E, P de B égale, et donc là c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure en fait, hein, c'est la somme de toutes nos probabilités. Pour arriver à B, je peux passer par A1, donc P de A1 inter B, plus je peux passer par A2, plus, etc., jusqu'au dernier, AN. Et là j'ai bien récupéré toutes les possibilités. Comme je sais que A1, A2 jusqu'à AN, ça forme une partition, ben je sais qu'en prenant l'intersection avec B à chaque fois, ben je vais récupérer tous les éléments possibles qui étaient dans B. Et donc la probabilité qui correspond. Voilà. Et après, chacune de ces probabilités, on peut aussi les écrire avec la formule qu'on a vue en début de cours, à savoir que P de A1 inter B, c'est aussi P de A1 fois P de B sachant A1. L'autre, pareil, avec A2. Et la dernière, pareil. Voilà. Moi, je pense que vous n'avez juste qu'à apprendre celle-là, surtout que si vous avez compris ce que j'ai raconté, en fait, vous n'avez pas grand-chose à apprendre, si ce n'est le nom de la formule. Hein. Essayez de vous rappeler que ça s'appelle comme ça, parce que je vous demanderai de l'écrire dans les exercices. Mais sinon, bon, pas forcément besoin d'apprendre par cœur, hein, d'accord? Il faut comprendre là pour le coup. Sachant, je l'ai déjà dit, que nous, en fait, on n'ira pas à plus que 3 ou 4 branches. Vraiment, ça sera un grand maximum, 4. Et donc, justement, pour finir, cette formule s'appelle la formule des probabilités totales. Parce que, justement, on fait le total. Enfin, je pense que c'est pour ça. Hein, je ne sais pas, mais je pense. On fait le total des différentes probabilités qui concernent B pour avoir la probabilité de B. Voilà. Donc ça, il faut se souvenir du terme. Donc le retour à l'exemple très rapidement. Hein, on a dit que A et A bar formaient une partition. De E. Donc, pour B, un événement de E, donc inclus dans E, on a P de B égale, donc justement ça va marcher avec P de B. Ben, pour arriver à B, soit je passe par A, soit je passe par A bar. Donc celle-là, c'est vraiment la plus courante qu'on utilise dans les exercices, parce que souvent, on n'avait que 2 branches, parfois 3, très rarement 4. Mais voilà, vraiment le plus courant, c'est ça. C'est vraiment le cas qu'on a eu tout à l'heure, en fait. Hein. J'ai A bar, après j'ai B bar. Voilà, comment j'arrive à B? Ben, je fais inter B plus A bar inter B bar. En probabilité, bien sûr. Inter B, pardon. En probabilité, bien sûr. Voilà. Donc c'est un cas particulier, en fait, de la propriété qu'on vient d'écrire. Un cas très simple. Voilà. Bon, ben voilà, qui pose bien, normalement, qui jalonne bien les 2 tiers de ce chapitre. Et donc maintenant, on va pouvoir s'entraîner et se préparer à être évalué aussi sur ce genre de choses. Parce que là, maintenant qu'on a vu quelques exemples, vous allez commencer à être en mesure de faire tout seul. À commencer par les exercices d'ailleurs que je vous ai laissés. Voilà, bon courage pour la suite. J'espère que c'était suffisamment clair. S'il y a quelques points vraiment obscurs, évidemment, on en reparle. Mais quand même, j'espère que le plus gros est posé. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre écoute.